Cette semaine, les marchés ont rebondi, mais l'ambiance reste explosive. Entre menaces et espoir de désescalade, le monde retient son souffle face aux discussions entre Trump, Zelensky et Poutine. Et même si les marchés ont choisi cette semaine de rebondir, eh bien la volatilité et les tensions restent tout de même extrêmes. Alors, est-ce que c'est un simple sursaut avant la tempête ou un véritable signal de retournement à la hausse? Eh bien, c'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine le pacte du diable. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil puisque vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur tous les réseaux sociaux, vous avez toutes les infos qui s'affiche sur cette page. Pensez toujours à bien activer la clochette sur YouTube afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site lepodcastdelabourse.fr avec notamment un espace membre gratuit pour vous former gratuitement en formation continue. Et puis bien sûr, celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien vous avez nos programmes d'accompagnement MTT Trading Premium et MTT Découverte pour avoir accès à l'essentiel des marchés. J'en profite bien entendu pour remercier comme toujours mes partenaires qui me permettent tout simplement de créer ce contenu 100% gratuit. On passe donc au programme de cette vidéo, le pacte du diable. Nous avons un programme comme toujours chargé puisqu'on parlera bien entendu du CAC et du CAC 40. On aura bien entendu l'analyse macro-éco plus la question de la semaine. Et donc ensuite nous passerons aux actions. On parlera de Kering qui a publié cette semaine. Il y a eu beaucoup de publications cette semaine. Dassault Systèmes, Stellantis, Sanofi, LVMH, L'Oréal, Alten, BIC, Française des Jeux, Veolia, Carrefour, Viridien, Ubisoft, Esso, Manitou, Basic Fit, Worldline, Pull-Up, Téléperformance, Blockchain Group, Trigano, Reworld Media, Aéroport de Paris, Interparfum, Thermador, Bonduel, Werner Burger, Walt Disney, ça c'est en Allemagne, Walt Disney aux États-Unis, Google, Occidental Petroleum, Alibaba, AMD, Anico, Eagle Mines, Nvidia, on fait le suivi comme d'habitude, et enfin on passera au titre à suivre et au screener Trend Following. Comme d'habitude, je tiens du fond du cœur à vous remercier pour l'accompagnement que vous faites. Il y a de plus en plus de gens qui regardent cette vidéo tous les week-ends. Donc forcément, ça motive. Vos encouragements, vos nombreux messages, vos nombreux commentaires à chaque fois sont des sources de motivation supplémentaires pour moi. C'est pour ça que aussi je me bats pour faire autant de choses pour vous. C'est parce que vous me le rendez bien. Donc voilà, à chaque fois que vous hésitez à mettre un commentaire, à mettre un like, à mettre tout simplement une citation sur les réseaux, eh bien voilà, sachez que quand vous le faites, moi, vous m'envoyez beaucoup de force. J'ai une pensée, bien sûr, pour les plus anciens qui, depuis des années, pour certains, laissent chaque fois un commentaire et font à chaque fois une citation sur les réseaux sociaux. Donc, merci du fond de cœur à tous et tous pour ça. On attaque avec, bien entendu, le résumé de la semaine. J'en profite donc pour activer ma webcam. Me voici, me voilà. Donc, résumé de la semaine, on reprend petit à petit nos vieilles habitudes. Après l'épisode de grande volatilité où il y avait beaucoup de sujets, on va reprendre tranquillement notre train habituel. Je sais que c'est quelque chose que vous appréciez
Également, tant mieux parce que moi également c'est quelque chose que j'apprécie, parler de la saisonnalité, parler des performances passées, même si vous le savez, elles ne présagent absolument en rien les performances futures. Malgré tout, on sait très bien que à un moment donné, le marché a besoin d'avoir une vision sur ce qui s'est passé précédemment pour éventuellement anticiper ce qui va se passer après. Donc c'est pas effectivement c'est pas une météo certaine, mais quand même souvent on s'aperçoit que eh bien ça c'est un coup de main supplémentaire ou ce sont des probabilités supplémentaires pour nous aider. Donc effectivement, vous avez comment les probabilités hein, d'avoir un mois positif. Donc sur le mois d'avril, alors j'ai pas regardé véritablement sur le mois d'avril, mais à mon avis, ce sera très compliqué sur les marchés d'avoir un mois d'avril positif, même s'il reste encore quelques séances. Mais voilà, on le sait, le mois d'avril généralement est un beau mois. C'est pour ça aussi, à mon avis, qu'on a une partie de l'explication sur la remontada des marchés ces dernières séances. Je pense qu'il y a également l'effet saisonnalité, mais on est parti avec un tel handicap. Il est vrai que bon, il est peu probable qu'on finisse positif. On verra, on fera le point un petit peu plus tard. En ce qui concerne le mois de mai qui arrive à grands pas, eh bien, c'est un mois qui aussi est généralement positif. On va dire à peu près dans la moyenne. C'est pas un mois exceptionnel le mois de mai, mais à peu près dans la moyenne. Ça donc ça concerne bien sûr le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, c'est similaire. Donc nous avons effectivement un mois d'avril qui est généralement positif et qui a également, je pense, permis effectivement ce rebond assez impressionnant sur notamment les indices américains et notamment le Nasdaq. Malgré tout, voilà, ça sera compliqué de finir positif et surtout le mois de mai, la première quinzaine je crois est pas mal, on va le voir dans le détail, mais après c'est un petit peu plus compliqué. Donc dans le détail, ici vous avez la saisonnalité du Dow Jones sur 128 ans, donc là pour le coup quand même on a pas mal de data. Et donc voilà, c'est bien ça. Donc sur le Dow Jones, hein, on a effectivement généralement une première quinzaine du mois de mai qui est assez favorable. Par contre, souvent, voilà, la deuxième quinzaine du mois de mai est un petit peu plus défavorable. Un mois de juin, pareil, un petit peu en zigzag. Hein, donc grosso modo de mi-mai jusqu'à fin juin, voilà, vous avez un marché qui est un petit peu en zigzag. Avant éventuellement une reprise, notamment sur le mois de juillet, qui est plutôt un mois généralement, contrairement à ce qu'on dit, le mois de juillet est souvent un bon mois. C'est vrai que août, septembre et octobre sont beaucoup plus complexes, mais voilà, juillet est plutôt en général pas mal. Au niveau donc, du Nasdaq, c'est plutôt linéaire hein, quand même. Au niveau du Nasdaq, la performance est un petit peu moins en dents de scie que celle du Dow Jones. Le DAX, c'est plutôt une période, voilà, sur la première quinzaine de mai qui est plutôt pas mal, mais voilà, assez stable, beaucoup moins de performance, donc on verra là aussi. Et enfin, bien sûr, le CAC, qui lui, par contre, a un mois d'avril superbe, et un mois de mai un petit peu plus voilà, en dents de scie. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération, tout en sachant que voilà, on vient généralement d'un mois d'avril qui est en général assez satisfaisant. Hein. Le CAC, malgré tout, a très bien résisté dans la chute. Il a moins rebondi aussi, et c'est normal par rapport aux indices américains, mais on surperforme toujours, bien entendu, les États-Unis depuis grosso modo le mois de novembre, donc on va dire, allez, grosso modo 6 mois. On a quand même un écart de performance positif. Alors vous allez me dire, oui, mais depuis des années on sous-performe, c'est vrai aussi. Mais voilà, en tout cas, depuis le passé récent, le CAC 40 se porte plutôt pas mal. Donc c'est vrai pour le CAC qui, au mois d'avril, et on verra, fait en général plus 2% de performance, avec par le passé, sur les 10 dernières années, notamment en 2018, une très belle performance. Sur le CAC Small, c'est vrai, je dirais même encore plus vrai, puisque la performance moyenne sur les 10 dernières années est de plus 2,6%, donc légèrement supérieure à celle du CAC classique. On l'a vu également de manière assez surprenante, quoique, hein, si vous écoutez les vidéos hebdo, il n'y a pas eu véritablement de surprise pour nous, mais les small résistent mieux pour le moment et ont également bien rebondi. Moi je pense, vous le savez, que effectivement voilà, secteurs sont des actifs qui, je pense, vont continuer de surperformer par rapport aux grosses caps et notamment aux grosses caps américaine, même si, encore une fois, il y a des rebonds intéressants à exploiter, etc. Mais voilà, je parle plus dans un horizon de temps, on va dire 3 ans, 5 ans,
Je m'adresse plutôt là pour le coup aux investisseurs. Évidemment, et bien entendu, ce qui en ce moment dicte un petit peu également les marchés, ce sont les publications. Nous en avons eu énormément cette semaine. La semaine prochaine, nous en avons encore pas mal. Voilà, grosso modo jusqu'à mi-mai, il y a encore pas mal de publications et ensuite on pourra enfin, je l'espère, en tout cas pour ma part, souffler un petit peu. Pourquoi pas prendre un petit peu de jours de repos parce qu'il est vrai que ces dernières semaines, elles ont été très agitées, très animées et qu'on y a laissé des plumes, nous aussi physiquement, en termes d'énergie, en termes de charge mentale. Donc on espère, je crois, toutes et tous que voilà, on va avoir des marchés un petit peu plus calmes dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, pour passer un été notamment un petit peu plus sereinement. Bon, en général, quand on dit ça, c'est pas ce qui se passe, mais bon, nous verrons bien. Toujours est-il que sans aucun doute, ce sont les publications qui ont animé aussi dans tout ça, comme si on n'avait pas assez de volatilité, qui ont animé les marchés. Les résultats, si on peut en dire deux mots, parce qu'on ne va pas aller, évidemment, la vidéo prendrait 4 heures, on ne va pas aller analyser les résultats de manière individuelle. Mais globalement, moi, ce que je retiens, c'est que les résultats sont évidemment moins bons que ce qu'on a connu par le passé. C'était quand même globalement attendu. On a véritablement dans les résultats, on sent quand même un bon ralentissement de l'économie, etc. Même sur les grosses caps, sur les petites oui, mais même sur les grosses caps. Mais ça c'est le côté négatif. Mais ce que je retiens, c'est que même si certaines publications sont vraiment pas terribles, ce que je retiens quand même, c'est que, à part évidemment quelques titres qui se sont fait massacrer, mais il y a quelques publications où on a eu effectivement des gaps à la baisse, voire des réservations à la baisse, et on a vu quand même sur certaines actions que étonnamment, eh bien, il y avait encore des acheteurs qui soutenaient les cours. Donc, est-ce que c'est là aussi, voilà, la preuve, une des preuves que ce marché tient encore et que il est peu probable qu'on ait effectivement le crash que tout le monde nous annonce? Pour moi un peu. Et bon, vous connaissez mon scénario, on va le redire. Hein. Mon scénario depuis des mois, vous le savez, c'est que voilà, on va avoir notamment sur les indices et sur les grandes capitalisations. Beaucoup de zigzags mais du zigzag pas fort. Alors de la volatilité oui, mais du zigzag sur du moyen long terme. C'est-à-dire que je pense qu'encore une fois, plutôt que d'avoir une chute de 70% comme certains l'annoncent sur les marchés, ce qui est tout à fait possible, encore une fois tout est possible en bourse, mais moi c'est pas mon scénario privilégié. Je pense que on va s'inscrire sur les indices et sur les grandes capitalisations notamment les principales, on va s'inscrire encore une fois sur des gros ranges de 20-30% sur les capitalisations les plus volatiles, et que donc il va falloir s'armer de patience sur ces actifs-là, et à contrario, encore une fois, je pense que ça va faire le bonheur sur les 5 prochaines années des stock pickers, et je pense que eh bien, toutes les critiques qu'on a émises face notamment aux gérants de fonds ces dernières années, qui ont clairement sous-performé, les ETF, je pense que quelque part ça va être la revanche également des gérants de fonds, la revanche également des stock pickers, la revanche de celles et ceux qui veulent essayer de battre le marché, qui se sont fait beaucoup critiquer car ils n'y ont pas réussi ces dernières années. Eh bien, je pense que ce sera beaucoup plus facile, il faut me prompter, mais je pense que ce sera beaucoup plus facile pour eux de surperformer le marché ces prochaines années. Je pense que la performance des indices occidentaux principaux, le S&P, etc. Je pense que la performance que nous avons vécue ces 10 dernières années ne sera pas la même sur les 10 prochaines. Voilà. Mais bon, je peux également, bien sûr, je peux me tromper. Et à ce moment-là, eh bien, on me le fera remarquer et je le dirai bien volontiers. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne eh bien, les publications. Bon, évidemment, c'était un petit peu également dans tout ce brouhaha, on a également l'aspect géopolitique qui revient maintenant que tout s'est un petit peu calmé entre guillemets sur les tarifs, etc. Même si ça aussi c'est pas totalement terminé. On a évidemment l'aspect géopolitique qui revient sur le devant de la scène. Et on a Trump qui remet un coup de pression, puisque mercredi, le président américain a porté une charge assez lourde, verbale, puisqu'il a à nouveau fustigé donc Volodymyr Zelensky, accusé d'être trop
intransigeant et de bloquer les discussions. Et donc, ce que Trump dit et menace, c'est que la guerre va encore durer des années. Et ce qu'il a ajouté, c'est que Zelensky va finir par perdre son pays tout entier. Donc, ce qu'il faut bel et bien comprendre aussi, alors d'abord, il n'y a pas de parti pris. Comme d'habitude, je n'ai strictement pas d'avis particulier, j'essaye de vous exposer des faits, et on essaie, sans faire de politique, parce que ça n'a pas d'intérêt, parce que vous savez grosso modo ce que je pense sur, de toute façon, l'incompétence de manière générale sur tous les politiques de gauche, de droite, du monde entier. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc ce qu'on essaye toujours, c'est d'analyser ce qui est en train de se passer, et on essaye de voir les conséquences que cela peut avoir. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut écouter aussi ce que dit le négociateur en chef qui a été nommé par Donald Trump. Donc c'est Steve Witkoff, son ancien avocat, homme de confiance. Dans une interview récente, il livre une vision trumpienne, si je puis dire, de cette guerre russo-ukrainienne, comme il l'appelle. Les mots sont importants parce qu'il ne parle pas d'invasion russe, mais bel et bien de guerre russo-ukrainienne, sous-entendu que ce conflit de voisins dans lequel c'est un conflit de voisins dans lequel les torts sont pour eux partagés. Bon, là il n'y a pas de réelle surprise parce qu'on sait bien que Trump, pour lui, moi je pense que il a cette vision-là, que les torts sont partagés, puisque effectivement ils estiment que les régions conquises par la Russie depuis 3 ans, comme le Donbass, sont des régions qui sont russophones, et donc il n'est pas illégitime, ou plutôt il est légitime, peu importe, que Moscou veuille se les approprier. Donc on en est là aussi, et le marché, je pense quand même, dans son rebond, reste plutôt positif quant à l'issue des négociations. Je pense que le marché se dit Trump va continuer de mettre la pression à Zelensky, et Zelensky va finir par craquer, car devant les menaces de Trump de ne plus le suivre, de ne plus l'accompagner financièrement, effectivement, Zelensky pourrait tout perdre. Donc, est-ce que ces menaces vont finir par faire lâcher Zelensky ou pas? Quelles vont être les conséquences sur le marché? Je pense que s'il y a un accord de signer, de toute façon, les conséquences seront positives pour les marchés. Mais voilà, rien n'est fait, et là aussi, on n'est pas à l'abri d'avoir un retournement des situations, et on n'est pas à l'abri que, malgré tout, l'Europe veuille soutenir de manière plus forte encore l'Ukraine, et que cette guerre continue encore. Donc je pense qu'on va avoir un dénouement sur cet épisode-là, et que ce dénouement va arriver dans les toutes prochaines semaines, donc probablement avant l'été, on verra, et clairement les conséquences seront importantes sur les marchés. Ok, donc voilà pour cette partie un petit peu géopolitique. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau des stats, pour le moment, effectivement, c'est une stat que je vous avais montré la semaine dernière, de mémoire, ou celle d'avant, je ne sais plus, c'est effectivement que, en 2025, nous avons accusé un drawdown de 15%, et que, voilà, même si on peut avoir des rebonds, il sera quand même visiblement compliqué pour le S&P 500 de finir l'année en positif. C'est un petit peu le scénario, encore une fois, que l'on a. Le scénario principal, c'est que, effectivement, on a des replis qui sont achetés parce que nous sommes, depuis 1984 sur ce graphique, nous sommes bel et bien dans un grand trend haussier, et que donc chaque repli est une opportunité d'achat, et vu comme une opportunité d'achat par rapport effectivement aux investisseurs qui ont loupé le train pour certains. On voit notamment cette moyenne mobile à 20 mois de mémoire qui fait effectivement support. C'est la moyenne mobile également à 200 semaines. Voilà, après c'est chacun qui voit par rapport au graphique, mais effectivement voilà, ce sont des moyennes mobiles qui sont des moyennes mobiles sur lesquelles les investisseurs ont tendance plutôt à acheter. Alors est-ce que véritablement on va avoir, comme ça avait été le cas ici, là ou là, on va avoir derrière une continuité de la hausse? C'est probable. Ou est-ce qu'on va avoir plutôt quelque chose qui va être peut-être un petit peu comme ça,
parce que là on a quand même 2 ans, hein, on s'en rend pas compte, on a l'impression qu'il y a que quelques, mais là on a 2 ans, d'ailleurs c'est 2 mois, hein, pardon, apparemment c'est 2 mois sur une bougie égale 2 mois, mais qu'importe, mais voilà, on pourrait avoir, moi je pense, hein, qu'on s'oriente sur quelque chose qui va être un petit peu comme ça, ou comme ça, vous voyez, une période, voilà, pourquoi pas de 1 an et demi à 2 ans minimum, avec voilà, une espèce de range. Même là, hein, on le voit, hein, donc on a fait l'appui, on est revenu, et puis après on s'est installé pendant longtemps, pendant une longue période, sur effectivement, ou même là d'ailleurs, ouais, vous voyez, on remonte rarement, hein, comme ça d'un trait, en général, on a effectivement un rebond technique, et ensuite on a une phase de stabilisation qui peut durer pendant plusieurs mois. Donc moi c'est le scénario, hein, sur lequel principal, vous le savez, hein, sur lequel je m'oriente. Maintenant, si ça veut tout casser à la hausse et refaire de nouveaux ATH pendant des mois, tant mieux. Mais malgré tout, ce n'est pas mon scénario privilégié. Pourquoi? Alors vous allez me dire, ok, potentiellement tu penses que les marchés vont pas s'effondrer, potentiellement tu penses même si c'est pas le scénario privilégié, on peut aller chercher des nouveaux plus hauts. Mais voilà, pourquoi en réalité, pour moi, le marché, il est peu probable, sauf une grande nouvelle, voilà, qui serait extrêmement négative, la dette, peu importe, qui ferait que les marchés se crachent. Mais pourquoi je pense que les marchés ne vont pas faire moins 70 comme certaines l'annoncent? Pourquoi? Parce que on a des actifs risqués, notamment le Bitcoin, on l'a vu, qui a été extrêmement résilient. Et ça, pour moi, au-delà du Bitcoin en lui-même et au-delà de la valeur que l'on donne ou qu'on ne donne pas au Bitcoin, c'est quand même le signal que la spéculation quand même est toujours présente et que quand même on a un marché qui est toujours un petit peu en risque, alors pas on mais pas off non plus. Donc pour moi, la résistance du Bitcoin fait que, voilà, on l'a vu là aussi sur les replis, etc., hein, notamment sur la zone des 75, pour celles et ceux qui avaient vu la vidéo sur le Bitcoin, vous le savez, cette zone de 75 000 dollars était une zone très importante, qui a été achetée. Pour le moment, on préserve le fameux canal haussier, et tant que le Bitcoin préservera ce canal haussier de long terme, je pense que les marchés, voilà, pourront plier, mais en tout cas, il n'y aura pas encore de crash, sur les marchés. Voilà, on aura simplement que beaucoup probablement de zigzags. Ça c'est un élément, alors on va dire pas dire positif, mais en tout cas qui permet de contenir d'éventuels risques de crash. Parmi les éléments également statistiques positifs, on a celui-ci. Qui est un graphe de Carson, je crois, voilà, Carson Investment Research. Donc ce graphe explique tout simplement que sur les 9 derniers jours, 89% des valeurs du S&P 500 ont été en hausse, avec plus de 89% de volume également en hausse. C'est une stat qui peut paraître anodine, et pourtant elle ne l'est pas, car nous le voyons sur ce graphique-là, cette occurrence n'est arrivée que 5 fois, du moins c'est la 5e fois depuis 1980, vous voyez, c'est assez rare, et donc c'est signalé par les petits points verts, ici et ici, donc le dernier est apparu il y a quelques jours, il y a quelques heures, et donc on le voit, voilà, derrière. C'est assez intéressant parce que derrière, effectivement, la performance, elle est plutôt pas mal, puisque à 1 mois, on a 75% de chances d'être positif, à 3 mois, 100% de chances d'être positif, à 6 mois, 100% de chances d'être positif, et à 12 mois, 100% de chances d'être positif. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Tino, on n'a que 5 occurrences, c'est très peu, et vous avez entièrement raison, et de toute façon, même on en aurait 100 d'occurrences, voilà, ça reste des probabilités, mais malgré tout, je préfère être dans le sens des probabilités, même s'il y a peu d'occurrences, que être en face. Voilà ma vision des choses, même si, encore une fois, ce sont des éléments supplémentaires, c'est pas des éléments qui nous font prendre des décisions seuls, hein, attention. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la moyenne des performances. À 1 mois, vous avez quand même 7,4% de performance, à 3 mois 16%, à 6 mois 24%, et à 12 mois 31% de performance moyenne. Donc vous voyez que c'est un signal certes qui est très rare, donc il y a très peu d'occurrences, mais par contre quand il arrive, par le passé, ça a toujours donné des stats quand même très intéressantes. Donc voilà, ce qui me fait dire que dans tout ça, ça va aussi dans le scénario global qu'on a ensemble depuis des mois, c'est-à-dire que voilà, on a touché un bas de range, on va peut-être retourner vers la partie supérieure du haut de range, mais voilà, là aussi, il est possible que cette partie supérieure du haut de range soit aussi renvoyée vers le bas, et tout ça fait que
in fine, pendant des semaines, pendant des mois, peut-être même des années, vous aurez ce scénario encore une fois, de construction sur la plupart eh bien, des indices occidentaux. Tout ceci, ça c'est la technique, hein, mais tout ceci, bien sûr, est conditionné à deux éléments principaux, vous le savez. L'inflation, donc quelles vont être les conséquences eh bien, de Trump, des tarifs, également. Moi, je pense, même si tout le monde me dit que ça n'arrivera pas, moi, je pense qu'il y aura un plan de relance massif aux États-Unis, et ça aussi, donc le plan Chabier, hein, ni plus ni moins, et donc ça aussi, ça peut engendrer de l'inflation. Donc, comme on l'avait vécu donc dans les années 75 jusqu'à 1980, 82. Donc voilà, c'est-à-dire cette période-là. Donc toute la question est de savoir est-ce qu'on va là aussi avoir des rebonds importants ou pas. Ça, c'est le premier élément sur l'inflation, et bien sûr, le deuxième élément, vous le connaissez, c'est bien sûr le taux de chômage. Donc dans mémoire, c'est le premier jeudi ou vendredi du mois où vous avez le taux de chômage mensuel, donc là aussi on va le regarder. Tant qu'on est sous les 4-5, je considère que on tient un petit peu, mais on l'a vu, voilà, à chaque fois qu'on a des retournements, derrière on a quand même des grandes récessions. Donc voilà, maintenant toute la question bien sûr c'est de savoir si on va avoir une récession profonde aux États-Unis. Moi je pense qu'on va avoir une récession depuis longtemps, mais est-ce qu'on va avoir une récession profonde, grave, etc. ou est-ce que ça va être une récession un petit peu larvée, qui va faire que là aussi on va avoir finalement un marché qui va rester stable, parce que on dit souvent, et moi le premier, hein, on dit attention, les valorisations sur les valeurs américaines, elles sont pas sous-évaluées malgré la baisse. Ce qui est vrai, hein, la baisse, vous voyez, on revient sur une moyenne, hein, on revient sur une moyenne, donc bon, voilà, on n'est pas non plus, malgré la baisse, on n'est pas revenu sur des très grandes opportunités de long terme sur le S&P 500. Hein. C'est pas vrai. On est revenu sur des premières moyennes à 5 ans, on est encore au-dessus des moyennes à 10 ans de mémoire sur les valorisations. Par contre, on n'est pas obligé de baisser fortement pour revenir à des valorisations intéressantes. On peut aussi avoir une phase de stabilisation où finalement les valorisations ne bougent pas trop, donc on n'a plus de progression aussi forte par rapport aux résultats, etc. Ce qui fait que vos valorisations baissent de manière mécanique. Donc on peut avoir également ceci. Et je vous l'avais montré, un graphe qui est également intéressant, c'est le graphe qui va aussi dans ce sens que voilà, on a eu effectivement des cycles très hauts de performance du S&P 500, et que voilà, généralement quand on commence à avoir des performances entre 10 et 15%, c'est généralement des hauts de cycle. Donc on pourrait bien attaquer voilà, une période ou une période plutôt peut-être comme ça, où voilà, effectivement les rendements vont peut-être baisser. On va plus s'orienter sur des rendements moyens sur 10 ans de 5% sur le S&P 500. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les ETF c'est pas intéressant. Vous avez des ETF sur absolument tout et n'importe quoi désormais. Et d'ailleurs, très intéressant ce graphe-là, qui est le graphe qui compare la performance de tout ce qui ne concerne pas les États-Unis, toutes les actions qui ne concernent pas les États-Unis contre le S&P 500. Donc évidemment, depuis 2008, hein, c'est une tendance baissière. Là. Les actions hors États-Unis sous-performent très largement. Et là, nous avons un événement depuis effectivement quelques... Alors, on a eu un gros rebond, bon ça on avait déjà vécu par le passé, mais là, on a effectivement une ligne de trend qui est en train effectivement de céder. Alors, est-ce qu'on va attaquer une nouvelle tendance haussière de surperformance des actions hors US par rapport aux actions US? Pour moi, la réponse, c'est oui. Et c'est, vous le savez depuis longtemps, ce que je vous explique. Notamment, vous vous souvenez des graphiques, notamment sur l'ETF World, où vous disiez, voilà, ces ETF-là sont trop pondérés aux États-Unis, ne sont pas représentatifs véritablement de la croissance américaine par rapport à celle du monde. Et vous pouvez pas avoir 73% d'actions américaines dans le ETF World, alors que les États-Unis ne représentent que, c'est déjà énorme, mais que 25 ou 26% de la croissance économique mondiale. Voilà. Donc pour moi, là aussi, il y a une histoire de flux, il y a une histoire de rééquilibrage qui est en train de s'opérer. Bon, pour moi, on est en train de vivre tout simplement un rééquilibrage. Hein. C'est pas du tout la fin des États-Unis. Hein. Je n'ai pas du tout ce scénario-là en tête. Hein. Encore une fois, je pense qu'il va y avoir, et il y a déjà eu sur la baisse, de belles opportunités aux États-Unis sur certaines valeurs. C'est juste qu'il faut comprendre que la surperformance américaine, elle a été très forte ces dernières années, elle a été justifiée plus ou moins, on est arrivé sur des excès, et que voilà, le marché est en train tout simplement de s'ajuster. C'est pour ça que vous avez cette espèce de rotation
où on comprend pas, les États-Unis perdent 20%, alors que notamment le CAC 40, lui, il est plutôt très solide, quoi. Et d'autres indices. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les choses évoluent, les choses changent, le monde change, et les cycles de surperformance changent également, puisque par définition, ce sont des cycles. Ok, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Nous aurons bien sûr, alors c'est pas la semaine prochaine, c'est celle d'après je crois, nous aurons le suivi du portefeuille Forteresse qui est évidemment bien remonté. Ça c'est la performance du mois précédent, celle du mois suivant. Sera donc sur je pense la première dizaine du mois de mai, donc voilà, pour celles et ceux bien sûr qui ne sont pas inscrits, mais donc on va arriver à 5000, hein, 5000 abonnés sur la table des investisseurs, c'est absolument délirant en un peu plus de 5 mois, donc voilà, c'est vrai que moi-même je suis assez étonné de ce succès-là, mais c'est vrai qu'on publie beaucoup, c'est vrai qu'il y a énormément de choses, je pense que vous aimez beaucoup le concept, surtout voilà, j'essaye d'inviter différentes personnes qui sont compétentes hein, sur différents sujets. Donc vous avez bien sûr de l'analyse et des actualités économiques. Vous avez accès à ce fameux portefeuille Forteresse qui est réplicable hein, à 100%. Vous pouvez prendre d'ailleurs le train en route puisque c'est un DCA. Donc on propose également des stratégies bien sûr d'achat. Il y a évidemment mes amis de Rutia qui viennent proposer des conseils en gestion privée. On parle également d'immobilier, on parle également de Pro Real Time avec des codes, etc. Et vous avez bien sûr la lettre mensuelle aux investisseurs qui est écrite par uniquement des professionnels. Lettre mensuelle qui devrait arriver. La dernière c'était fin avril ou mi-avril. Donc voilà, je pense qu'après voilà, les ponts du mois de mai sur la deuxième quinzaine, il y aura une nouvelle lettre mensuelle aux investisseurs. Je vous rappelle bien sûr que cette lettre est 100% gratuite. On passe à la question de la semaine. Question qui nous a été adressée par Jojo54. Donc je postule Jojo pour la question de la semaine. C'est peut-être un peu simplé, mais la baisse du dollar face à l'euro ne nous permet pas de bénéficier de l'effet du taux de change pour acheter moins cher des titres US qui cotent tous en dollars. Un grand merci à toi. Alors c'est pas simple du tout, hein. C'est pas simple du tout, au contraire, la réflexion est hyper intéressante. Il n'y a pas de réponse juste parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui font que la réponse peut évoluer, mais je vais quand même essayer de vous donner un maximum d'éléments. Et toujours pareil, j'essaye d'être... alors, des fois, certains ont du mal à comprendre, mais j'essaye d'être le plus simple possible pour être le plus pédagogique possible, pour que les personnes qui ne comprennent rien ou pas grand-chose, ou qui veulent commencer à s'intéresser à l'investissement en bourse, puissent comprendre à peu près tout. C'est ça mon objectif. Si c'est pour parler de choses extrêmement complexes sans les vulgariser, voilà, ça va intéresser 10% des gens. Donc effectivement, peut-être que je manque, c'est même certain, je manque de précision. Alors parfois volontairement, parfois involontairement aussi. Hein. Ça, voilà, je suis pas loin d'être la personne la plus compétente sur les marchés financiers. Je fais ce que je peux, hein, c'est déjà pas mal. Mais voilà, sachez que j'essaye juste de vulgariser. Donc bien sûr qu'il manque beaucoup d'éléments dans mes explications. Mais l'objectif, c'est d'essayer de répondre à Jojo et à vous tous sur une question qui à la base est simple. Mais qui, effectivement, si on rentre dans le détail, la réponse peut être extrêmement complexe. Mais si Jojo m'adresse une question simple, c'est parce qu'il a la volonté que je lui réponde de manière simple aussi. D'accord ? Très important de comprendre ça aussi. Donc, j'ai essayé de formuler une réponse, comme je vous l'ai dit, assez directe. En tant qu'investisseurs européens, ce que nous sommes, pour la plupart. Une baisse du dollar peut effectivement jouer en notre faveur lorsqu'on achète des actions américaines, puisque évidemment, celles-ci sont libellées en dollars. En tant qu'investisseur européen, concrètement, avec un euro plus fort, on a besoin de moins de devises pour acheter la même quantité d'actions US. Vous avez votre monnaie en euros qui augmente, la valeur augmente en euros par rapport à celle du dollar, ça veut dire que vous pouvez acheter plus, effectivement, par rapport à la veille ou à l'avant-veille ou des mois avant, vous pouvez acheter plus d'actions US, tout à fait. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de change favorable. Il peut être également défavorable, on va en parler. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aussi dans les différents profils d'investisseurs. En effet, Jojo a raison, ces derniers mois, on a effectivement un dollar qui s'est déprécié par rapport à l'euro. Donc on va le voir sur le graphique, sur notamment l'eurodoll, hein, donc la valeur de l'euro par rapport à celle du dollar, vous avez une surperformance. C'est-à-dire que l'euro a mieux progressé
pour faire simple, a plus progressé que le dollar. Donc on a effectivement le dollar qui est arrivé dans une zone de survente. D'accord? Donc le dollar, sur une durée relativement courte, on va dire sur du court moyen terme, on a effectivement un dollar qui est survendu. Mais, il faut rester quand même prudent, car effectivement, cet effet de change peut s'inverser. Là, on va voir, sur le graphique eurodollar, vous allez voir, il y a beaucoup également de variations. Donc, si le dollar remonte, c'est positif pour nous, évidemment, à la revente en euros. Mais s'il continue de baisser après nos investissements, cela peut aussi nuire à notre performance globale, même si les actions montent en dollars. D'accord? J'espère que c'est assez clair. C'est pas toujours facile. Ça me rappelle un peu, je fais le parallèle souvent avec vous savez, le changement d'heure, là, où tout le temps on s'embrouille. Bah, c'est un peu ça, hein, pour les devises, c'est toujours extrêmement compliqué. Donc, toute la question, et à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, c'est est-ce que l'euro va continuer de surperformer par rapport au dollar ou pas? C'est ça la question véritable. Et donc, ça, on le verra dans le graphique notamment. Donc en somme, le change devient un facteur à part entière de notre rendement. C'est une variable qu'il faut toujours intégrer dans son analyse, notamment sur la durée de détention. C'est la raison pour laquelle aussi, vous, dans votre profil long terme, pour moi, être only US libellé en dollars, c'est une erreur. Je pense qu'il faut aussi avoir un maximum de devises. On me demande souvent, notamment pour Evolution AB, vous vous souvenez, l'action suédoise, on me dit, voilà, est-ce qu'il faut acheter, moi je présente le graphe américain en dollars. On me dit, est-ce qu'il vaut mieux acheter le graphe américain en dollars ou acheter l'action cotée sur son marché d'origine, donc en couronne, je crois que c'est la couronne suédoise. Ma réponse c'est, plus vous allez être diversifié, mais ce sera pour votre portefeuille long terme. Donc, en effet, il vaut mieux éventuellement acheter dans la devise locale. Oui, pour moi, pour un investisseur très long terme. Voilà. Encore, voilà, après, tout dépend aussi de votre analyse, de votre capacité d'analyse sur bien le marché des devises. Là, on a l'euro-dollar. Donc, effectivement, c'est l'euro-dollar sur un graphe mensuel. Et en effet, hop, je suis allé un peu vite, je reviens, pardonnez-moi, en arrière, voilà. En effet, voilà, l'euro-dollar est un biseau descendant, vous voyez. Et en effet, on tente une cassure. Et en effet, vous voyez, depuis 4 mois, on a pris 15%. Donc, en effet, là, eh bien, vos actions en dollars, elles ont potentiellement perdu de la valeur par rapport à l'euro. On est d'accord. Maintenant, quand on prend un petit peu plus de recul, donc là, effectivement, on peut dire il y a un biseau descendant, on peut casser par le haut et la surperformance de l'euro peut continuer. Donc là aussi, c'est quelque chose à prendre en considération dans votre réflexion. Maintenant, lorsqu'on regarde un graphique de très long terme, puisque là, je suis depuis 1980 à nos jours, comme la plupart d'ailleurs, pas toutes, mais la plupart des devises, eh bien, vous avez beaucoup de range. Donc on le voit finalement, l'eurodoll, il évolue entre 0,9 et 1,4. Et là, vous voyez, on est à 1,13. 1,13, 1,14. Donc on est au milieu de ce range-là. Donc toute la question est de savoir effectivement si vous avez plutôt un profil de très long terme. Dans ce cas-là, pour moi, bon, ben, du moment où vous êtes équilibré dans vos portefeuilles sur les différentes devises, ça n'a pas trop d'importance de le regarder. Ou alors, vous voulez faire des investissements et vous êtes full US par exemple, et vous voulez faire des investissements court-moyen terme, et là effectivement, il faut regarder dans le détail, il faut se poser la question, est-ce qu'à votre avis, l'eurodoll va continuer de monter et vous allez atteindre les 1,20, 1,25, et dans ce cas-là, effectivement, eh bien, il faut avoir une prise de décision par rapport à ça. Voilà. Moi, mon avis à court terme, techniquement, c'est que je pense que, en effet, même si là, à très court terme, je pense qu'on va avoir un rebond sur le dollar. Malgré tout, à moyen terme, je pense que l'eurodoll et sous l'impulsion de Trump va continuer à être favorable à l'euro. Par contre, à très long terme, encore une fois, voilà, on est au milieu d'un gros range, donc finalement, voilà, tout ça, c'est du bruit de marché et d'ailleurs, on le voit. On arrive à la moyenne mobile. La moyenne mobile à 200 mois, elle est aux alentours des 1,20. Donc c'est là finalement que l'équilibre de long terme se fait entre l'eurodoll. On parle souvent de la parité, mais en réalité, l'équilibre entre l'eurodoll depuis 45 ans, il est plutôt aux alentours des 1,20. Ce qu'on a l'habitude, ce que le marché a l'habitude de pricer. D'accord. Donc voilà, ça, il faut en tenir compte. Par rapport à tous vos investissements, mais encore une fois, comme je vous l'explique souvent, ça dépend de votre profil et ça dépend de votre durée de détention sur les actions. Ok,
Donc voilà pour ça, vous l'avez vu dans le générique, on lance un challenge incroyable, le challenge investir sur soi, le challenge 30 jours de sport au mois de mai, du 1er au 30 mai, donc 30 minutes d'activité physique, ça peut être de la marche, hein, bien sûr, du yoga, de la course à pied, de la piscine, du foot, du ping-pong, ce que vous voulez, 30 minutes par jour, moi bien sûr je vais m'y atteler, et je vais publier une photo, une vidéo tous les jours, donc la pression est en train de monter, je vous cache pas là, la pression est en train de monter. Mais bon, je vais essayer quand même de tenir le coup. C'est bien sûr gratuit, hein, bien sûr. Tout ceci est accompagné par un certain nombre d'amis et de partenaires qui ont offert des lots, donc je les remercie hein, chaleureusement. C'est ça aussi, les partenaires servent aussi à ça. Donc merci beaucoup à eux. Il y a beaucoup de choses à gagner. Je vous mettrai le lien quelque part dans la vidéo. Il y a beaucoup de choses à gagner, il y a des abonnements, bien sûr, NTT, il y a des cartes cadeaux à gagner, il y a également des coachings sportifs, voilà, il y a des lots, il y a des t-shirts, il y a des goodies, il y a des casquettes, il y a des... Bon, voilà, il y a, et d'autres surprises qui vont arriver. Donc on fera un petit classement en live, etc. Donc voilà, c'est super sympa. Je crois que ce matin, on était à 170 personnes inscrites. Donc c'est absolument incroyable, 170 personnes qui sont prêtes à s'engager sur ça. Donc c'est merveilleux. N'hésitez pas à nous rejoindre. On démarre donc le 1er mai. Donc n'hésitez pas, ça va être véritablement génial. Allez, on passe donc bien entendu à l'analyse d'abord des indices. Donc on va prendre, si vous le voulez bien, pardonnez-moi, je fais des bêtises, si vous le voulez bien, on va attaquer d'abord par le CAC, et donc on va prendre du recul avec le CAC. Donc le CAC, hop là, ça c'était pas trop juste d'ailleurs. Donc le CAC, on est pour moi là-dedans. On est effectivement, donc on est revenu faire un marteau assez impressionnant d'ailleurs, hein, ce marteau mensuel sur la zone des 6008. On joue le rebond, voilà, mais encore une fois, moi, vous savez ce que je pense que voilà, on est en train ici de marquer à minima un range qui finira ou par casser par le haut, ou par passer par le bas, mais avant que ça arrive, les amis, on a du temps, et je pense que, voilà, on va avoir beaucoup de zigzags. Donc au niveau, voilà, j'ai mal tracé, donc effectivement ici, la semaine dernière, ça doit être ça, j'avais dû tracer ça, bon, qu'importe, c'est pas grave, je retracerai, mais en tout cas, voilà, on est revenu sur une zone, comment dirais-je, d'objectif, de premier objectif hein, dans le rebond. Souvenez-vous la semaine dernière ce que je vous disiez, voilà, on était dans la congestion, vous disiez il y a un gros mouvement qui se prépare et l'objectif ce sera de revenir tester effectivement cette zone là, c'est très exactement ce qu'on a fait, j'ai pas changé le scénario principal, mais voilà, pour moi c'est là un petit peu effectivement que tout se joue quelque part sur d'abord ce rebond technique. Je pense qu'on ne doit pas être loin du retracement de 50%, hein, voilà. On est dans la zone, donc c'est une zone où forcément les vendeurs, pour moi, ou du moins celles et ceux qui veulent vendre le marché vont intervenir. Donc ça va être très intéressant. On peut d'ores et déjà, si on le souhaite d'ailleurs, tracer une petite ligne de tendance, voire même pour les plus pessimistes, un petit bisou ascendant. Toute la question est de savoir, est-ce qu'on va arriver à repasser au-dessus des 6007 et là, directement pour moi, ce sera un nouvel ATH, ou est-ce qu'on va effectivement repasser, pour moi le signal de vente, ce sera sous 7004. Si effectivement on repasse sous cette zone des 7004, je serai extrêmement méfiant et ce sera probablement un retour sur les 6008 qui probablement généreront encore du rebond, etc., etc. Voilà. Donc, vous l'avez vu, vous comprenez bien, encore une fois, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que, en fait, clairement, sur les indices, il n'y a pas de tendance. Pour moi, il n'y a pas de tendance, et on a tout simplement cassé la tendance de moyen terme. D'ailleurs, regardez, on est sur la moyenne mobile à 200 jours qui est plate. Ça veut tout dire pour moi. Hein. Ça veut dire que vous êtes en train, tout simplement, d'attaquer un marché de range qui va être long, pénible et ennuyeux sur les indices. Sur les indices, les amis. Parce que les marchés de range, sachez que c'est les marchés les plus porteurs pour les actions à côté. Il n'y a rien de mieux pour les actions à côté que des indices qui font très peu de performance et qui font beaucoup de zigzags. Parce qu'à côté, vous avez des directions qui sont prises.
vous avez toutes les personnes qui font des ETF depuis des années qui vont se lasser, qui vont dire ah, moi j'en ai marre, un coup je gagne 2%, un coup je les perds, un coup je les gagne, un coup je les perds, ça me gonfle les ETF, c'était bien il y a des mois maintenant, enfin ETF classique, hein, je parle S&P 500. Après, attention, hein, l'ETF, quelqu'un qui est très bien diversifié, il y a des choses à faire. Hein. Voilà, on l'a vu avec la Chine notamment, il y a des choses à faire sur les ETF. Mais voilà, sur les ETF classiques type World, S&P 500, etc., peut-être beaucoup moins intéressant. Et donc je pense que ces flux-là vont petit à petit, et c'est ce qu'on est en train de voir, vont petit à petit se déverser vers le stock picking. Donc ça peut être également très, très intéressant par rapport à ça. Donc ça c'est pour le CAC 40. Sur le CAC Small, là aussi c'est assez intéressant, hein, puisque voilà, on l'a dit, souvenez-vous, moi je vous avais dit, si on arrive effectivement à repasser au-dessus des 11 000 points, eh bien on aura quand même un signal fort hein, des small et un signal de résilience assez fort hein, des small. Et non seulement on l'a fait, mais voilà, la congestion elle a cassé par le haut et on est en train de progresser, donc c'est extrêmement intéressant. L'objectif pour moi c'est de revenir donc, sur cette ligne de tendance ici en pointillé, oblique baissière. Donc revenir ici aux alentours des 12 000 et après nous verrons. Idéalement, ce qu'il faudrait pour ça, encore une fois, c'est la petite congestion intermédiaire, où là on pourra espérer, et pourquoi pas même revenir. On est toujours dans une tendance baissière, la moyenne mobile là aussi est plate, à 200 jours, on est repassé au-dessus, mais elle est plate. Donc voilà, là aussi, je pense qu'on est dans une construction, mais on le voit, contrairement effectivement à d'autres indices, eh bien les small se portent plutôt pas mal. Ok ? On passe directement maintenant aux actions, avec notamment Kering. Alors Kering, ça fait partie de ce que je disais hein, en introduction. C'est des actions en effet qui ont publié. Les publications ont été très mauvaises hein, sur Kering. Et donc elles ont été sanctionnées à l'open, hein, puisqu'on a eu un gap baissier sur Kering. Mais très étonnamment, entre guillemets, très étonnamment, eh bien le marché, pour le moment, ne vend pas plus que ça, Kering, et je dirais même, à ce stade, est très résilient et est toujours dans une construction. Voilà, donc on avait tracé cette construction-là, mais peut-être que le marché, en effet, est en train de voir plutôt quelque chose comme ça, hein, donc une espèce de tas-séance, etc. Donc, oui, ça se regarde, ce sont toujours, bien sûr, des tendances baissières, d'accord, hein, il n'y a qu'à regarder le graphique pour bien s'apercevoir qu'on est bel et bien dans une tendance baissière sur Kering, il n'y a pas de sujet là-dessus, on est bel et bien en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, qui elle-même baisse. Encore une fois, il n'y a pas de sujet dessous sur la tendance de Kering. Pour autant, on peut aussi observer que, eh bien, voilà, les volumes sont doucement mais sûrement en réduction, qu'on a une construction, qu'on a une réduction de volatilité, et que donc le marché, pour le moment, semble s'accommoder et ne pas sanctionner de manière supplémentaire effectivement comment dirais-je, les chiffres de Kering. Et donc ça aussi, c'est un signal qui peut être intéressant, notamment si on passe au-dessus des 182, on peut avoir un petit signal qui se déclenche. Alors pour du rebond, hein, là aussi, hein, pour du rebond, hein, là, c'est du trading pour le moment. C'est-à-dire que même si on casse les 182, on ne va pas repartir tout de suite vers les 380, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, pas du tout. Mais voilà, déjà pour du trading, on peut avoir cette phase de stabilisation, on peut avoir la cassure, et si on a la petite construction, on pourra jouer effectivement le rebond un peu plus technique pour aller notamment chercher l'entrée de gap ici, voire pourquoi pas la fermeture, et notamment aller chercher l'oblique ici en rouge. Voilà, c'est ce que je suis en train de tout simplement vous dire. Tout ce scénario sera invalidé de manière agressive sous les 158 €. Ok. Voilà. Dassault Systèmes, donc on en a beaucoup parlé de Dassault Systèmes, hein, je vais vous la mettre en mensuel. Donc là aussi, voilà, Dassault Systèmes, ils annoncent des résultats qui sont dans un premier temps vendus, mais on le voit, les zones, voilà, les zones de long terme, elles tiennent encore à ce stade. C'est la zone moi que je vous ai proposé, il y a deux zones que je vous ai proposées pour investir sur Dassault Systèmes, et je vais préciser mes propos. Donc la première zone, nous y sommes, enfin nous étions sur la zone hier, effectivement, hein, donc nous sur MTT, il y en a certains qui effectivement ont commencé à accumuler, mais comme je l'ai signalé également sur le salon, Dassault Systèmes fait partie, c'est une très très belle société, moi j'adore hein, Dassault Systèmes, mais c'est quand même bien valorisé, même malgré la baisse, c'est quand même bien valorisé. C'est la raison pour laquelle, pour moi, oui, c'est une première zone en effet, mais il ne faut pas, pour moi, surpondérer la position. Voilà, 15, 20, 30% maximum, c'est déjà pas mal. Par contre, voilà, si on revient sur la deuxième zone, là, on aura effectivement une valorisation qui sera certainement un petit peu plus dégonflée, et ce sera beaucoup plus intéressant, et on pourra pondérer
effectivement beaucoup plus dans la zone des 20, quoi, hein, 20, 21, bon, vous voyez après, bien sûr, ça peut être une zone de renfort beaucoup plus importante. Mais voilà, comme certaines valeurs, comme LVMH notamment, comme voilà, c'est quand même des premières zones techniques qui se regardent, sur lesquelles, comme un ami à moi dit souvent, et j'aime bien l'expression, voilà, mettre un premier pied dans la porte, ça peut, voilà, c'est peut-être pas totalement déconnant. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc c'est vrai pour Dassault Systèmes, c'est vrai pour Stellantis aussi. Alors je sais que Stellantis, tout le monde, voilà, ça va à zéro, tout ça, ok, très bien, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme je le disais, pour moi, on est sur des premières zones. Voilà, on est sur des premières zones. Il ne faut pas faire all-in ou mettre 80% de sa position sur Stellantis, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je me dis, bon, quelqu'un qui croit que Stellantis va sur... Alors si vous pensez que Stellantis va mourir, autre chose, là, ne prenez pas du Stellantis. Mais je dis juste que quelqu'un qui pense que Stellantis, ben, malgré tout, elle a déjà par le passé traversé des périodes de grandes difficultés et qu'elle s'est toujours remise et que cette fois-ci aussi, elle va se remettre, peut-être qu'en effet, la zone des 7,20€, 7,30€ est une première zone à renforcer aux alentours des 4,86€, à renforcer aux alentours des 2,16€. Voilà, c'est tout ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est intéressant. Côté trading, c'est la même chose. Pour le moment, ça ressemble, tout ça ressemble beaucoup, quand même, sur beaucoup d'actions comme ça, CAC, etc. Vous voyez, pour le moment, ce sont des robots. On a des robots, on a des constructions, il va falloir plus. Il va falloir plus. Là, on a cette oblique-là, je ne sais pas si c'est celle-là que le marché voit ou pas, peu importe. Voilà, mais on a des premiers niveaux, il va falloir casser des résistants, notamment la résistance des 8,46€, il va falloir arriver à repasser au-dessus, construire, etc. Et là, on aura peut-être... Il y a le temps. C'est ce que je veux vous dire, c'est le message de cette vidéo aussi. C'est que, vous voyez, il y a des actions comme Stellantis. Bon, si vous ne l'avez pas, même si c'est le point bas, on admet que c'est le point bas, on admet que les 7,28€, c'est le point bas. Bon, et que derrière on va faire un nouvel ATH. Allez, soyons fous. Je le pense pas, mais soyons fous. Eh bien, si vraiment c'est le cas, même si vous achetez à 9,76€, ce sera une très belle affaire. Hein. Donc il y a le temps, voilà, que vous avez une action qui a baissé de 73%, d'accord. Donc si on retrace ne serait-ce que la moitié, allez, la moitié sur du moyen terme de Stellantis, ne serait-ce que si on revenait dans cette zone-là, ce qui serait incroyable hein, déjà, mais pourquoi pas. Ça veut dire que vous avez un potentiel encore de 100%. Donc il y a le temps, vous avez le temps d'attendre les constructions, vous avez le temps d'attendre les beaux setups pour pouvoir rentrer, d'accord. Voilà, n'anticipez pas trop les vagues. Là, pour le moment, il n'y a pas de vagues. On a voilà, des robots techniques, des constructions, mais on n'a pas encore les premiers signaux, en tout cas, sur Stellantis. Sur d'autres valeurs, oui, on en a, mais pas sur Stellantis. Sanofi, je suis très content parce que vous le savez, ce qu'on disait, voilà, vous suivez toutes et tous les vidéos. Souvenez-vous ce qu'on expliquait. C'est un hebdo. Ouais, c'est un hebdo. Souvenez-vous, ce que je vous disais, on était ici, hein, reprenez les vidéos du mois de mars, elles ont pas, je les supprime pas. Donc, prenez les vidéos du mois de mars, je disais, ce n'est plus un moment pour investir sur Sanofi, on n'est plus sur une zone d'opportunité. Je vous ai dit, la zone d'opportunité, elle sera si on revient à proximité du support oblique de long terme. D'accord ? Là aussi, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui disent elle ne reviendra pas. Et elle est revenue, elle a perdu 22%. Et voilà. Et là, vous avez eu un rebond depuis dans la zone de 9%. Alors, 9%, c'est pas beaucoup, hein. Mais pour Sanofi, c'est beaucoup. C'est une action un peu molle, hein, Sanofi. Mais voilà, c'est là qu'on prend les opportunités. Les opportunités, elles se font pas dans le FOMO, elles se font dans les gros replis. D'accord? Donc, vous regardez ce qui s'est passé par le passé, c'est très clair. Donc, ça a marché une fois, même plus de... Voilà, ça a marché pas mal de fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Voilà, peut-être que la 9e ne marchera pas, mais en tout cas, les 8 fois précédentes, elles ont fonctionné. Donc, ce sont des choses que vous devez répéter. C'est ce que je vous explique aussi. Il faut bien comprendre que vous n'aurez pas 100% de réussite, les amis. C'est pas possible d'avoir 100% de réussite. D'accord? C'est juste de se dire, voilà, je vais prendre un certain nombre de paris. J'aime pas le mot, mais je n'ai que ça sur la langue. Donc, ce n'est pas... C'est faire un ensemble de paris et de savoir que la majorité vont être gagnants et que, en plus... sur ceux qui sont gagnants, vous allez gagner beaucoup plus que sur ceux qui sont perdants. C'est comme ça qu'on construit des portefeuilles de long terme. Donc juste l'erreur à ne pas faire, c'est évidemment éviter la surpondération valeur par valeur. LVMH, c'est la même chose. Donc LVMH,
On est revenu voilà, sur le support, donc le premier support, voilà, on l'a indiqué, hein, le support des 400, moi c'est 485, alors moi j'en ai pris un petit peu, on en a pris un petit peu sur le salon, je vous le dis, 485, mais encore une fois, c'est une toute petite pondération de LVMH, parce que je pense que oui, en effet, elle est en difficulté, je pense qu'en effet, elle n'est pas cadeau malgré tout à ce prix-là, un peu comme dans ce système, mais voilà, je ne sais pas de quoi le marché est capable, et il est clair pour moi que si on a un rebond à minima technique, ce sera avec LVMH, voilà, sur le CAC. Donc voilà, mon idée est celle-ci. Maintenant, je me garde une très grosse cartouche dans la zone qui m'intéressera énormément. Ce sera la zone des 300 à 220. Voilà, c'est là aussi où il faut comprendre que c'est un portefeuille de long terme à 5 ans, à 8 ans. Ok, c'est pas du trading, on est sur autre chose, de vraiment très différent. Donc je continue parce qu'évidemment je traîne comme d'hab. L'Oréal, donc L'Oréal toujours la même chose. Alors effectivement, hein, elle a très très bien rebondi. Je m'impatiente entre guillemets hein, sur L'Oréal et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Mais voilà, pour moi on revient là. Donc pour le moment, j'attends la première zone, là aussi, 300. Pareil, je ne ferai pas all-in sur cette zone-là parce que pour moi, il y a un potentiel baissier supplémentaire. Mais ce sera une première zone intéressante. Pour le moment, on est dans la construction. Est-ce que cette construction est en train de véritablement, justement, par définition, construire avant de péter par le haut et aller retrouver les sommets avant d'avoir le retournement qu'on attend? Ou est-ce que le retournement va se faire directement après la construction? J'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, moi, j'attends en effet le repli sur le bas de canal. Trading, pour moi, c'est une action molle, donc j'évite tout ce qui est L'Oréal, Sanofi, etc. En général, j'évite pour faire du trading, c'est un petit peu trop mou. L'amplitude directionnelle est un petit peu trop faible. Alten, qui a publié hier des résultats décevants. Voilà, des résultats décevants, mais voilà, là aussi, on est toujours, alors là, ça ressemble, là aussi, toujours les mêmes choses. Donc le premier, ce sont des supports obliques, nous y sommes. Voilà, effectivement, donc c'est ceux qui veulent très agressifs, qui veulent absolument avoir du Alten en portefeuille. Pourquoi pas une petite position ici, à renforcer. Là, ce sera une belle opportunité aux alentours des 55, très très belle opportunité. Dans cette zone-là, il faut que je l'affine, hein, il faut que je l'affine. Pour le coup, elle est beaucoup plus large celle-ci, mais bon, vous avez compris l'idée. On va dire aux alentours des 30, ok? Donc, trading, là, pour le moment, on voit une grosse bougie rouge, il n'y a pas grand-chose à faire. BIC, alors, on est revenu sur un support oblique. Voilà, donc on avait les deux zones, vous avez dit la zone 51, sans jeu de mots. Zone 51, donc voilà, c'était la zone qu'on visait, puisque vous avez un support horizontal qui est là. Voilà, donc zone 51. Donc bon, pour le moment elle a généré un petit peu de rebond et ensuite vous avez le support oblique de long terme, voilà, que je vous ai indiqué, qui est là, support. Donc voilà, je sais pas, alors la zone, je vous donne un chiffre pour vous donner une idée, mais encore une fois, ça va dépendre de la vitesse de la baisse. C'est-à-dire que si l'action continue de baisser comme ça, vous n'aurez pas la même zone ici que si elle fait du rebond avant de faire un repli ici. D'accord? Là, vous avez une zone à 50 et là, vous avez une zone à 43. Donc là aussi, ne prenez pas mot à mot ce que je vous dis. Sur les zones, sur les supports horizontaux, oui, ça ne change pas. Mais sur les supports obliques, évidemment, le prix évolue. Hein, vous le savez, je vous le répète souvent. Donc là aussi, c'est à vous de tracer vos zones. Et encore une fois, ne soyez pas d'accord systématiquement avec moi. Moi, je n'ai pas plus de compétences techniques que vous. Donc l'objectif, c'est vous regardez ce que je fais. Si l'action vous intéresse, vous tracez vos zones. Vous regardez si les zones correspondent. Si elles correspondent, parfait. Si elles ne correspondent pas, ne vous dites surtout pas, il est meilleur que moi, donc je vais lui faire confiance. Non, il n'y a pas de confiance en investissement. Hein. Vous n'ayez confiance en personne, même pas moi. Vous faites vos propres analyses. Voilà, vous regardez tout, vous écoutez tout, mais vous décidez seul. C'est une expression que j'aime bien pour moi. Donc voilà, je dis souvent, j'écoute tout le monde, mais je décide seul. C'est ça véritablement le message au travers de toutes ces vidéos. Ok, BIC française des jeux FDJ, donc là on avait appliqué la zone, hein. Donc moi je vous avais proposé la zone effectivement des 28,5, donc voilà, elle a été payée. Alors finalement le marché a peut-être vu effectivement cette oblique qu'on avait tracée, mais bon voilà, la deuxième zone elle est plus là aux alentours des 22, il y a, voilà, ça fait partie des zones de long terme, elle a été proposée et donnée avant, donc il n'y a pas de sujet. Veolia, alors elle est dans un moment clé, hein, Veolia. Je vais vous la montrer en mensuel. En mensuel, elle est là, regardez. Donc pour moi, on est dans un canal haussier. Et il y a quand même une super figure. Maintenant,
Ça ressemble un petit peu à la config de NG, vous savez qu'on suit. On est dans une figure de congestion. Donc il y a deux hypothèses. Soit effectivement cette figure de congestion va continuer à congestionner, on va casser par le haut et on va attaquer un nouveau trend avec des objectifs. Pour moi, objectif, vous dupliquez le canal et vous allez chercher le haut de canal ici. Bon. Soit cette oblique ici en pointillé va casser par le bas. Et là, pour ce sera les acheteurs sur repli, les investisseurs, qui auront une opportunité d'achat à proximité donc du canal haussier. Voilà. Donc, vous voyez, il y a deux achats différents. Soit on achète sur cassure et la congestion, comme notamment avec NG, ok. Soit effectivement on a une mauvaise publication, quelque chose qu'on n'a pas pricé, casse par le bas et là c'est le bas de canal. Pour l'heure, à mon sens, il n'y a rien à faire sur Veolia, il faut rester observateur. Carrefour, donc Carrefour qui également se reprend. Donc là, pour moi, vous le savez, hein, pour moi, c'est une zone hyper importante. Je vous en parle depuis 1 mois et demi. Hein. Alors, il y a certains qui m'ont dit, tu rêves, Carrefour, elle ne va pas rebondir. Bon, ben, mine de rien, Carrefour, elle a quand même rebondi de 12%. C'est pas rien. Hop, voilà, petit problème de lumière, c'est les aléas du direct. Donc, je vous disais, Carrefour, effectivement, a rebondi quand même de 12%. C'est pas rien. Mais, effectivement, là où je suis d'accord aussi, c'est qu'on est toujours dans la congestion. Et véritablement, le signal sera en cas de cassure, de congestion ici, et là, on pourra espérer beaucoup mieux pour Carrefour. Mais ça se regarde de très près. Pour moi, Carrefour, il faut le suivre de très près. Viridien, donc effectivement, vous avez beaucoup d'entre vous, vous avez vu la congestion, donc c'est du trading, hein, Viridien, donc effectivement, hop, on est revenu, donc il y avait, souvenez-vous, ce biseau descendant, etc. Bon, très bien, on a cassé tout ça par le haut, et puis on est revenu. Donc, par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la congestion qui est en train de se mettre en place, vous avez raison. Donc, bien vu, celles et ceux qui me l'ont noté. Bon, alors, c'est une... voilà, vous avez une réduction des volumes aussi, c'est ce que je voulais voir, donc ça, très bien. Donc, c'est une très belle congestion, il n'y a rien à dire. Maintenant... c'est une congestion quand même qui arrive dans une tendance baissière. Donc oui, de court terme. Hein. Donc oui, effectivement, on a effectivement une congestion qui est bel et bien présente. Ça reste toutefois une congestion qui est un peu moins canon que celle-ci, par exemple. Vous voyez, voilà. Vous voyez, celle-ci, par exemple, de congestion, elle était vraiment canon. Pourquoi? Parce qu'on venait d'une dynamique haussière. Donc les meilleures congestions en termes de probabilité, hein, c'est quand elles arrivent après, effectivement, un mouvement d'abord haussier. Là, vous le voyez, on est plutôt sur voilà, quelque chose comme ça. Donc effectivement, vous avez raison, elle peut quand même casser par le haut et on peut avoir un retournement, mais en termes de probabilité, c'est un petit peu moins bon. Après, on s'en fout les probabilités, même si vous avez que 30% de probabilité, mais que le ratio gain-risque est exceptionnel, et là il est très bon, ça se tente, tout se tente, hein, d'accord? Donc voilà, pour moi l'achat se fera au-dessus des 50,18 €. Donc après, vous voyez le stop selon votre agressivité, chacun, voilà, je veux pas, chacun voit midi à sa porte, mais voilà, il y a deux zones en swing, effectivement, d'invalidation et en termes d'objectifs, hein, vous pouvez vous mettre un petit fibo. Bon, il y a une première zone qui correspond d'ailleurs, vous voyez ici, voilà, correspond à une première zone de prise d'objectifs. Et après, bon, après, on peut voir, vous avez également celle-ci qui peut être pas mal, là, vous avez ces plus hauts là, et après, éventuellement, des plus hauts là. Donc, pourquoi pas, le ratio gain-risque est bon, hein. Le ratio gain-risque est bon, parce que par exemple, si vous prenez le premier agressif, ça vous fait un stop de 7% pour un premier objectif à 17%. Donc le ratio est top, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, voilà, faites attention, là aussi au niveau des dates de publication, etc. Pour toutes les valeurs, hein, j'ai pas besoin de vous le répéter, je vous le répète à chaque vidéo, mais je ne devrais pas, pour toutes les valeurs, je ne regarde pas les dates de publication, voilà, sinon ça va me prendre 8 heures. On le fait bien sûr sur MTT, etc. Mais là, pour la vidéo publique, allez voir, tous les week-ends, de toute façon, vous devez prendre voilà, 10 minutes, un quart d'heure pour aller voir l'agenda des publications, pour voir quelles entreprises publient dans la semaine qui vient. L'avantage, c'est que le lundi, il y a très peu de publications. Donc, il vous suffit le dimanche soir de vous prendre, allez, 20 minutes le dimanche pour regarder les dates de publication, pour être tranquille pour tout le reste de la semaine. Ok, donc action suivante, donc on a Ubi. Bon, Ubi, alors oui, elle a bien rebondi, bon, c'est volatile, hein. Elle a bien rebondi, donc voilà, la figure ressemble pas à grand chose. Alors moi, ce qui me gêne, entre guillemets, c'est que
voilà, c'est que je l'attends sur ce gros support oblique de long terme. Et je pense qu'on va être attiré comme un aimant. On est tellement près maintenant que je serais surpris de ne pas voir le marché aller la tester. Donc nous avions ce biseau, effectivement, on a cassé par le haut, on est allé chercher des premiers objectifs, notamment la moyenne mobile. Donc tout ça pour moi c'est à refaire. Voilà. Prudence quand même au niveau de Ubisoft. On peut avoir un petit peu plus de rebond, mais on risque d'avoir une zone de vente et on risque d'avoir une nouvelle attaque baissière. Par contre, cette zone-là, si elle donne de la construction, je regarderai pour éventuellement tenter quelque chose. Donc là, pour moi, alors voilà les traders purs, hein, etc. Donc voilà, les traders purs, effectivement, il y avait une petite congestion à jouer là, etc. Très bien. Mais malgré tout, ça reste pour moi trop baissier, trop incertain. Esso, donc Esso qui continue son rebond, hein. Donc on l'avait la semaine dernière. Donc moi je voulais, vous voyez, on vous partage tout. Hein, il y a pas de, je vous montre quand ça marche, je vous montre quand ça marche pas. La semaine dernière je vous ai dit on a pris, je vous ai partagé le trade avec MTT. Donc effectivement on a pris position nous sur Esso ici. Donc on est break even maintenant. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant là aussi, comme beaucoup de valeurs, hein, on arrive effectivement à des zones de résistance, hein, aux alentours des 145, 148, donc on verra. Si on passe cette zone, en effet, on pourra éventuellement aller rechercher des nouveaux plus hauts assurés de prêt. Manitou, c'était une valeur, souvenez-vous, qui avait été proposée dans la table des investisseurs. C'était ici, regardez, c'était au mois de février. Et dans la table des investisseurs, je vous disais, voilà, moi, cette zone-là, on avait fait l'analyse fondamentale hein, avec Hibou, bien sûr, c'était Guillaume qui était venu, que je remercie, que j'embrasse d'ailleurs, et je vous avais dit, voilà, moi, c'est plutôt le repli ici, sur le support oblique, et regardez un petit peu la mèche, hein, le support oblique, donc il a donné un rebond, alors sur le plus bas, un rebond jusqu'à 26%, mais voilà, juste si on veut être complet et juste jouer la zone du support, c'est plutôt 20%. Donc c'est vraiment pas mal quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Voilà. Est-ce que cette zone va tenir? Je ne sais pas. Une deuxième zone de renfort, oui, elle est un petit peu plus basse ici. Donc éventuellement aux alentours des 5,30 €, quelque chose comme ça. Voilà. On continue. Basic Fit, ben tiens, ça tombe bien pour le challenge. Basic Fit, c'est une action que j'aime bien, Basic Fit. Une action que j'aime bien. C'est une action qu'il faut surveiller de près. Pourquoi? Parce que regardez, sur Dimension, on est sur une grosse zone, gros marteau. Donc c'est hyper intéressant. Gros biseau descendant. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Il faut regarder. Voilà, il faut regarder. Je sais pas, pareil, quand est-ce qu'elle publie. Hein. Mais ça se regarde et là éventuellement voilà, si on a une petite congestion qui s'opère là, moi-même je pourrais éventuellement tenter une position pour aller chercher ici la zone de résistance oblique et on verra plus si affinité. WLN qui nous a fait des grabuges encore mais qui tient, voilà c'est malgré tout elle tient. Alors c'est une tendance très baissière hein, bien sûr, il n'y a pas de sujet, résultat toujours pas bon, on est revenu faire le pullback comme on l'avait fait ici d'ailleurs. Voilà, la zone de pullback, mais derrière c'est vendu, donc il faut faire attention. Là, pour moi, il faut plutôt chercher de la contre-tendance, c'est plutôt à chaque nouveau plus bas, voilà, chaque nouveau plus bas qu'on joue des rebonds. C'est ça, hein, la contre-tendance. La contre-tendance, c'est vous avez effectivement, vous voyez, une zone de support. Voilà, on attend la cassure pour là c'est trader pur, hein, c'est très difficile. Hein, et derrière, on attend un signal de retournement pour jouer du rebond. Voilà, là on a à nouveau la cassure pure. Derrière le sell-off, on attend la construction, un signal de retournement et la construction. Là, c'est la même chose. Cassure, derrière, bon là, il n'a pas été très gros, hein, quoique je dis pas très gros, mais c'est une valeur qui est très volatile. Hein, donc là, c'est quand même assez fort, puisque vous voyez, on a quand même un rebond de 22%. Donc voilà, éventuellement, donc soit effectivement on arrive à réintégrer les 5,90 €, bon là, on peut essayer de voir, ou une belle construction, etc. Soit effectivement, un nouveau plus bas, et si on a un signal de retournement, on tentera éventuellement. Mais encore une fois, c'est trading pur, etc. C'est très difficile, le trading, vous savez, donc voilà, vous savez ce que je pense là-dessus, il n'y a pas de sujet. Pull-up, alors, quelqu'un qui m'a... Ça fait des semaines qu'elle est demandée pull-up, apparemment, donc je m'en excuse si c'est le cas, mais vous voyez, je fais des vidéos qui sont très longues, je peux malheureusement pas satisfaire tout le monde. Je ferai un live à nouveau où chacun pourra venir en direct proposer ses valeurs, mais voilà, certainement on verra au début de l'été ou au mois de juin, peu importe.
Pull-up, j'ai pas grand-chose à dire. Pull-up, on l'a suivi beaucoup ici, souvenez-vous, avec la congestion au-dessus de la M200, c'était vraiment canon. Et puis derrière, voilà, ça a cassé la ligne de tendance, etc., etc. Ici, on n'a même pas tenu le support. Franchement, pour le moment, il n'y a rien à faire, il faut attendre, il faut patienter, il faut une nouvelle construction. Alors oui, il y a effectivement ce support-là, mais des supports, il y en a partout, vous savez, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Bon, des supports, il y en a autant que de traders. Donc, pour moi, là, il n'y a rien à dire, on est en tendance baissière, on va plutôt attendre, ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer d'avis, hein, ça ne veut pas dire que tout à coup, on ne peut pas avoir pull-up qui fait une espèce de construction avec une belle séance, et que là, je vous dirais, on joue la cassure pour relancer, mais à ce stade, ce n'est pas le cas. Téléperformance qui voilà, est en train de construire également, on a une belle réduction de volatilité, on tente la cassure de la ligne de coup, ça se regarde pour aller rejoindre la zone des 102, on a là aussi, hein, voilà, un nouveau plus bas, là regardez, plus bas cassé, retournement, plus bas cassé, retournement, donc voilà, chaque nouveau plus bas, c'est là où on vous dit, il faut mettre les stops, etc. etc. Bon, oui, il faut mettre des stops, mais on ne met pas des stops comme ça, pas sous les creux, comme certains peuvent le dire. On se demande si certains font du trading des fois. Mais non, si vous vous amusez systématiquement à mettre un stop sous les creux, bien souvent vous allez vous faire sortir. On peut mettre des stops sous les creux, mais il faut un certain nombre de conditions avant. Bon, bref, je ne vais pas faire ici un webinaire sur les stops, sinon ça va, du coup on va finir à 15 heures, mais voilà. En tout cas, c'est un petit peu plus complexe que ça, et que la loi de dos, qui est une absurdité, hein. Bon, on se le dit, hein. Donc moi, j'hésite pas à le dire, et je vous ai promis, un jour, je vous expliquerai pourquoi la loi de dos est une absurdité, et pourquoi la loi de dos fait que, eh bien, la majorité des traders perdent en bourse, parce que ils se servent justement de la loi de dos, qui est, encore une fois, pour moi, l'opposé de ce qu'on doit faire en trading. On en reparlera. Donc, The Blockchain Group, donc Téléperformance, hein, voilà, pas mal pour aller rejoindre les 102, stop d'invalidation aux alentours des très court terme, aux alentours des 86-87, dans un premier temps. ALTBG, donc nous on a une position qui a très bien fonctionné, vous allez, oh ben tiens, encore un game, super, voilà, on a fait le classique, voilà, même sur le salon, hein, j'applique les méthodes, regardez, voilà, comme d'habitude, voilà, vous l'avez vu, hein, il y a un triple top qui est ici, triple top, vous avez, voilà, réduction de la volatilité, regardez, voilà, c'est les mêmes setups, voilà, il n'y a pas d'indicateur comme on vous vend là, des millions d'indicateurs, etc. Il n'y a pas d'indicateur, c'est juste le prix, le mouvement du prix et la volatilité. Et donc derrière, voilà, la cassure, je sais plus si c'était plutôt là, la cassure des 53,50. Le stop, il était très simple, il était là, je crois, de mémoire. Et regardez derrière le ratio gain-risque que vous avez, il est exceptionnel. Et derrière, c'est un gain latent pour le moment de plus 51% en 1, 2, 3, 4, 5 séances. C'est exceptionnel. Voilà. C'est clairement, là pour le coup, je fais pas la méthode la veille, puisque c'est un trade que j'ai pris et qu'on a pris sur le salon. Mais là, clairement, c'est l'application stricte de ce pourquoi je me bats tous les vendredis pour voilà, répéter une méthodologie qui est extrêmement puissante. Vous aviez d'ailleurs ici, regardez là aussi, hein, vous aviez une grosse réduction de volatilité. Alors ça n'a pas été le même gain, hein, on est d'accord, ça n'a pas été le même gain, ça a été un gain de 30%, mais c'est quand même énorme. Alors vous allez me dire oui, mais à LTBG on ne peut pas mettre une grosse taille de position, et vous avez raison. Mais là-dessus, vous n'êtes pas obligé de mettre 30% du portefeuille pour être content. Voilà, vous mettez 5% du portefeuille, si vous avez des petits portefeuilles, 5% du portefeuille, 50% de 5%, si je ne me trompe pas, mais normalement je ne suis pas trop mauvais en maths, ça fait 2,5% de performance sur le portefeuille en 1, 2, 3, 4, 5 séances. C'est quand même pas si mal que ça, d'accord. Donc voilà, et c'est la répétition, encore une fois, la répétition de ces patterns qui font que, effectivement, ils vont pas tous marcher, effectivement, peut-être la majorité ne vont pas marcher, mais quand ça marche, voilà, vous avez des ratios gain-risque exceptionnels. Ok. Trigano, donc en effet, on en est là, donc bon, on a effectivement bon, une zone de support, hein, qui est là, intermédiaire, mais pour moi, voilà, je suis moyennement intéressé sur cette zone-là, j'attends depuis longtemps, j'attends la zone, effectivement. Donc on peut avoir, hein, bien sûr, du rebond technique, etc., mais derrière, on peut avoir aussi une attaque, une nouvelle attaque baissière avant de la hausse. Pour moi, là aussi, comme beaucoup de valeurs, vous êtes sur un gros effet de digestion.
Voilà, comment il va être, est-ce que ça va être ça, est-ce que ça va être ça, j'en sais rien, mais pour moi, on est clairement sur un gros effet de digestion. J'accélère parce que j'ai été comme d'habitude hyper long. Reworld Media, donc c'était le titre qui était proposé la semaine dernière, avec le plan là aussi. Bah, voilà, on est très content, évidemment, ça a été une performance, donc vous avez dit achat. Là pareil, hein, voilà, vous avez eu la preuve la semaine dernière, hein. Voilà, congestion, réduction, voilà, on l'avait dit, reprenez la vidéo la semaine dernière, c'était le titre à suivre, le 1 ou le 2, je sais plus. Réduction de la volatilité, vous avez dit achat au-dessus des 1,50€, et derrière vous avez un gain de 15%, voilà, avec un stop. Alors le stop on l'avait mis large, hein, on aurait pu même mettre un stop à 4-5%, mais bon, même avec un stop à 7%, vous avez un ratio gain risque de 2. C'est énorme, c'est colossal, et ce n'est que le début. Après, voilà, vous prenez une partie de votre position et vous accompagnez de vos gains et vous accompagnez le reste. Voilà, c'est du classique. Voilà, je suis pas, impossible de prédire l'avenir. Voilà, j'essaye juste de vous proposer des méthodes simples, gratuites et qui fonctionnent. Voilà, pas tout le temps, mais qui fonctionnent de manière régulière. On continue. ADP, bon ben là on fait le suivi, mais effectivement c'est la zone de long terme qu'on avait annoncée. Donc là aussi, il n'y a pas de surprise, la zone de long terme, elle a été touchée, 89,4, derrière, on a un rebond de 22%. Voilà. Voilà. Là aussi, encore une fois, c'est toute l'importance de bien préparer ces zones. J'ai pas grand chose de plus à dire, ADP. On va arriver petit à petit vers les 117, vers les zones d'objectifs. Après, à vous de voir si vous voulez conserver pour vous la tendance de long terme ou si vous voulez prendre une partie ou la totalité de vos bénéfices. Interparfum. Elle est là, Interparfum, donc là aussi, vous avez la zone, on l'avait proposé, la zone, elle était là, et derrière, voilà, même si on prend le milieu de la zone, vous avez un rebond de 11%. Voilà, le classique. Donc là aussi, il n'y a pas de surprise. Ça a été dit, redit, vous reprenez les vidéos précédentes, les vidéos n'ont pas changé, évoluent très peu, sauf quand il y a des modifications à faire, mais évoluent très peu, donc ces zones-là, elles n'ont pas changé. Thermador, côté trading, il n'y a rien à faire pour le moment. Thermador, on est sur la zone, première zone intéressante. C'est une action que j'aime bien. Donc les 61 à 66, elle est à 64 aujourd'hui. Voilà, on est dans la zone. Mais là aussi, c'est toujours la même chose. Comme sur Interparfum, comme sur ADP, etc. Prévoir également un renfort supplémentaire. Vous avez tout. Je ne peux pas être plus clair que ça. Voilà, à vous après d'identifier, de voir si vous pouvez trouver éventuellement d'autres zones, parce qu'il peut y avoir également des zones de support oblique. Donc vous pouvez dire aussi, ah oui, bah Tino il m'a donné 2 zones, mais moi je préfère diviser en 3 et jouer également le support oblique. Donc un petit peu là, un petit peu là, un petit peu ici. C'est à vous de voir ça, d'accord? Moi je ne fais que vous montrer le chemin. C'est à vous ensuite de choisir si vous l'empruntez, si vous ne l'empruntez pas, si vous l'empruntez mais qu'à un moment donné vous choisissez de bifurquer à droite ou à gauche. Voilà, j'essaye juste de vous partager. Bon duel, on la suit toujours parce que la config elle est quand même pas mal. Donc voilà, c'est du trading de contre-tendance, hein, mais voilà, on fait toujours le suivi, éventuellement un achat au-dessus des 8€ et des bananes. Donc on a une belle construction qui est en train de se mettre en place, à suivre de très très près. Et donc Werner Berger, je le prononce vite comme ça on a l'impression que je le prononce très bien. Alors ils font des tuiles. Des tuiles pour les toits, donc très belle tendance en effet, hein, très belle tendance. Voilà, après, là c'est un petit peu la même chose. Voilà, on avait une belle tendance, un beau canal, hop, hop, ici. Donc effectivement, on est sur une belle zone. Ah, on était, pardon, sur une belle zone, donc plutôt pas mal. Bon, c'est une très belle tendance, hein, il n'y a pas grand chose à dire, très belle tendance. On doit être dans un canal qui doit être comme ça. Donc l'objectif c'est de revenir ici, à chaque nouveau plus haut on fait attention parce que vous pouvez avoir un repli. Donc ici pour du trading, d'accord. Donc là pour moi quand on est en milieu de canal on peut acheter, mais c'est plutôt de l'achat avec ben voilà, un achat au-dessus, avec un stop, etc., etc. Donc éventuellement pour jouer ici un retour. Sinon pour les investisseurs c'est sur repli bas de canal, d'accord. Et par contre si on arrive en haut on fait attention parce qu'à chaque nouveau plus haut il faut risquer effectivement un retournement. On passe aux États-Unis avec Walt Disney qui est revenu sur une zone de long terme, les plus bas Covid de mémoire si je me trompe pas, je le mets en mensuel, voilà, plus bas Covid, donc pareil, grosse zone.
Grosse zone intéressante. La deuxième, elle est beaucoup plus basse, hein. Gardez bien, alors je l'affine pas parce qu'il faut que je regarde, je vous l'affinerai quand on ira, il n'y a pas de problème, mais gardez bien un renfort supplémentaire sur Disney parce que voilà, elle est sous les 40$, mais effectivement la zone des 80 était déjà une belle zone. Google, des résultats canons, hein, hier, très intéressant, mais voilà, pour moi, donc on était revenu normalement, est-ce que je l'avais tracé? Non, c'est pas sur ce graphique là, tant pis. Donc nous étions en effet revenus sur une zone, donc les plus hauts ici de 2021, donc on joue du rebond. Est-ce que c'est une opportunité de long terme forte? Pour moi, non. Ça n'enlève rien à la qualité exceptionnelle de l'entreprise, mais voilà, même si on peut avoir du rebond, je pense que là aussi, comme beaucoup de valeurs américaines, on peut avoir ce phénomène-là avant éventuellement de faire quelque chose comme ça. Est-ce que ce sera là? Est-ce que ce sera avant? J'en sais rien, c'est un canal haussier. En tout cas, c'est plutôt ça l'idée, hein, grosso modo. Oxy, la valeur de notre cher ami Warren Buffett. Alors, on est sur une zone. Vous voyez, c'est plus bas ici, là. Donc on peut considérer que, en effet, voilà, on est sur une zone. Malgré tout, je trouve qu'elle est en difficulté, hein, quand même. Donc on verra bien. On verra bien. Je serais plutôt à patienter sur Oxy, quand même. Voir si on est capable. Vous voyez, on a cassé la ligne en trading, hein, en journalier. On a cassé la ligne, le support ici. Support, cassure, pullback. Et derrière, on redémarre une tendance baissière. Donc j'attends plutôt une fin de structure. Ça ressemble pas vraiment à une fin de structure. Ça ressemble plutôt à une structure comme ça pour une nouvelle attaque baissière. Et c'est à partir du moment où j'aurai une fin de structure un peu en biseau descendant que là, on pourra éventuellement tenter quelque chose. D'accord, voilà. Vous voyez la différence entre une fin de structure et voilà, une grosse tendance baissière. Regardez une fin de structure, à quoi ça ressemble. Voilà, ça, c'est une fin de structure. Voilà. Alors, les fins de structure ne marchent pas toujours, hein, ce serait trop facile. Mais ça, c'est une fin de structure. D'accord. Là où, dans une tendance baissière, vous voyez, ça par exemple, c'est pas une fin de structure. Ça, c'est une figure de continuation. Vous avez une attaque baissière, vous avez la correction, vous avez la continuation. 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 Là, on a un push, donc pour moi, il n'y a rien du tout. Ça, c'est des pushs d'ailleurs. Mais voilà, nous, ce qu'on cherche, et là c'est pareil, ça ressemble plus à ça qu'à une fin de structure. Mais je peux me tromper. Donc plutôt, voilà, pour jouer plutôt du rebond technique, pourquoi pas revenir au 46, 48, mais pas certain que ce soit un véritable signal de retournement. Alibaba, je vous ai annoncé mon achat sur les 100, c'était prévu depuis longue date, voilà, tout a été annoncé sur les réseaux sociaux, etc. Donc là c'est pareil, hein. Pendant des mois on m'a dit tu ne dis pas tes zones quand toi tu achètes de long terme, parce que pour moi il n'y avait pas d'opportunité de long terme. Il y en a eu, je vous ai annoncé Nvidia, je vous ai annoncé Alibaba, je vous ai annoncé tout un tas de titres. Les autres étaient annoncés avant. Alibaba, moi j'en avais acheté au départ, vous le savez, puisqu'on la suit depuis longtemps, j'en avais acheté au départ au-dessus des 80$, ou 82$, c'était par là. Non, c'était à la cassure de là, voilà. C'était sur cette bougie-là, ça va être au mois de mai l'année dernière. On avait allégé toute la hausse, et notamment la dernière partie sur les 140 et des bananes. Et je vous avais dit, je reprendrai sur deux replis, un premier repli aux alentours des 100 et un deuxième repli aux alentours des 64. C'est ce qu'on a fait. Et donc derrière, effectivement, on a un beau rebond, puisqu'on a un rebond de 21%. Pour moi, je garde sur Alibaba. Il est possible qu'on revienne là, mais je préfère quand même garder. AMD, on est dans une zone, pour moi, si vous êtes intéressé sur effectivement AMD. Donc voilà, gros canal, c'est la zone qu'on attend depuis longtemps. Donc première zone ici, aux alentours des, je vous l'avais dit, 80$. Zone de renfort aux alentours des 53$. Nvidia, moi pareil, je vous annonçais mon achat. Alors j'ai eu de la chance, je vous l'avais dit, parce que j'ai acheté en pré-market. Donc j'ai eu même moins cher en réalité que le bas ici. Mais bon, voilà, la zone déjà, le bas de canal, il était là. Donc voilà. Est-ce que on a retourné la tendance et qu'on va faire un nouveau plus haut? J'en sais rien, je pense pas, très honnêtement. Je vous le dis, je pense pas. Mais je pense que là aussi, comme beaucoup de valeurs, on peut avoir des rebonds très importants et des constructions très importantes de long terme. Ok?
Donc cette zone-là, si on y revient, première zone, si on descend plus aux alentours des 42 $. Donc voilà, le titre à suivre, c'est Virbac. J'en avais parlé il y a un mois, je crois, ou un mois et demi de ça. Et je vous avais dit... Ah voilà. Ça doit être... début avril, ouais, il y a un mois, c'est ça à peu près. Je vous avez dit, voilà, ce que j'attends, c'est le retour ici et la construction. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Là, par contre, il y a une belle, il y a une très très belle zone de cassure, hein, ici là. Donc à suivre de près, je ne sais pas quand est-ce qu'ils publient ou s'ils ont déjà publié. Je crois qu'ils avaient déjà publié, mais je ne suis pas certain. Donc à vérifier. Mais en tout cas, ouais, la cassure ici des 307 peut être un petit signal d'achat. Après le stop, vous le mettez. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de mèches. Donc des fois, il vaut mieux avoir une taille de position plus petite avec un stop manuel. C'est-à-dire que vous attendez la clôture ou les dernières minutes de cotation pour clôturer votre position si vous êtes sous l'invalidation, voire le lendemain matin au marché éventuellement. Et enfin, donc le screener trend following. Donc voilà le screener qui est là, donc avec les performances à 6 mois des meilleures actions. Et alors, ce que je vous disais dans la chute, hein, certains m'ont dit, tu montres le screener trend following, mais ça sert à rien, les marchés baissent, il y a 15 jours. Et je vous avais dit ceci, vous avez dit, privilégier les actions qui ont été en trend, parce que c'est celles, quasiment toutes, qui rebondiront le plus. Je vais les prendre dans l'ordre. Je vais prendre, allez, je ne vais pas chercher à comprendre, je vais prendre les 15 premières. Je vais vous les passer. Vous allez voir les rebonds qu'il y a eu. Regardez. Regardez. La chute, regardez le rebond. On a déjà fait un nouveau plus haut sur Théon. Excel Technologies. Regardez. Regardez. Chute, derrière. Regardez le rebond. On a déjà fait un nouveau plus haut. Exosens. On est pratiquement revenu au plus haut. Clariane, là c'est pas le cas pour Clariane. On a eu un bon rebond, c'est vrai, mais c'est pas le cas pour Clariane. Enfin, on a fait un rebond de 40% quand même. Hein. Edgeman, nouveau plus haut. CTT, bon ça c'est au Portugal. On est pratiquement revenu au nouveau plus haut. Dassault, bon Dassault Aviation. On a fait un gros rebond. Hein. On n'est pas revenu au nouveau plus haut, mais on a fait un rebond quand même de 25%. Bref, Thales, à ceci près, la même chose. Donc regardez la capacité de rebond. On a fait 26% de rebond. Société Générale, regardez le rebond. 40% de rebond. Vous voyez? Bon, je ne vais pas toutes vous les passer, mais vous avez compris l'idée. Là aussi, quand les marchés baissent, focalisez-vous, même si potentiellement les actions sont toutes en difficulté, hein, quand le marché perd 20%, toutes les actions sont en difficulté, mais le marché va d'abord sur ce qu'il a l'habitude d'aller. Il a de la mémoire et il sait qu'il va d'abord aller, les flux vont d'abord aller, en général, en majorité, sur les actions qui ont été en trend assez récemment. Voilà les amis, c'en est fini pour cette vidéo. Pensez à vous inscrire s'il vous plaît au challenge. Encore une fois, ça va être un truc de fou. Beaucoup de cadeaux à gagner et je pense que ça va amener une dynamique sur les réseaux, je l'espère. Et surtout, ça va changer un peu de l'ambiance bourse. On va faire un peu autre chose ensemble. Et évidemment, c'est extrêmement bénéfique pour la santé et même pour l'investissement parce que je suis convaincu que quand on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête. Et quand on est bien dans sa tête, en général, on est meilleur pour nos investissements. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos messages tous extrêmement sympas qui me touchent tous véritablement beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos amis, prenez soin de tous vos proches. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À plus, ciao.